Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Matins du Sénat pour suivre aujourd'hui deux nouvelles auditions de la commission d'enquête sur l'incendie de l'usine Lubrizol et en particulier l'audition des lobbies des industriels de la chimie. Ce lobby qui s'appelle France Chimie, dont vous voyez les représentants ici à l'image, eh bien il a semblé minimiser l'incendie du 26 septembre dernier à Rouen, mais c'était sans compter sur le président de la commission d'enquête, Hervé Moret. Il n'a pas manqué de dénoncer le propos aseptisé de ces professionnels, sans proposition pour améliorer la sécurité des sites Seveso. Certains sénateurs ont eu l'impression que les représentants des industriels de la chimie avaient cherché à nier l'accident, notamment en parlant d'incident et non pas en employant le mot accident. Les questions étaient claires, les réponses un peu moins, nous ont dit les sénateurs. Direction la salle Clémenceau pour suivre ces auditions préparées aujourd'hui par Alice Bardot et Louis Mollier-Sabet. La chimie en France est un acteur économique majeur qui regroupe 3 300 entreprises et 170 000 salariés, répartis sur l'ensemble du territoire. C'est le premier exportateur industriel français qui apporte à la balance commerciale de notre pays une contribution positive de plus de 11 milliards. C'est un secteur qui est en croissance continue depuis 10 ans, qui recrute et qui innove. Alors il faut savoir que dans notre industrie, 8% des effectifs sont dédiés à des activités de R&D. Pourquoi ? Parce que nos activités sont déterminantes pour relever les défis sanitaires et environnementaux auxquels nous faisons face. Donc j'en veux pour preuve, par exemple, le développement de nouveaux principes actifs pour la pharmacie, des matériaux plus légers pour les secteurs automobiles ou aéronautiques, des nouvelles solutions pour la batterie électrique qui seront nécessaires pour développer donc le véhicule électrique, de nouvelles générations de panneaux solaires ou d'éoliennes que nous souhaitons recyclables, des matériaux isolants pour le bâtiment, enfin des solutions pour le traitement de l'eau. Donc vous voyez, les secteurs d'activité, les applications de la chimie en France sont très variés. Quant à France Chimie, notre fédération est la voix de ce secteur et de ces entreprises en France. Donc nous regroupons 900 adhérents et 1300 établissements. Et notre rôle, nos experts, ils accompagnent ces entreprises au quotidien dans la mise en œuvre des réglementations sur leur site et dans l'implémentation des standards les plus stricts. Alors après ces quelques mots, je souhaite vous préciser que nous ne pourrons pas aujourd'hui nous exprimer de façon spécifique sur les origines de l'incendie intervenu sur le site, dans l'entrepôt sur le site de Lubrizol, ainsi que sur ses conséquences sanitaires et environnementales. Vous le savez comme moi, une enquête judiciaire est en cours et des analyses sont actuellement effectuées par les autorités compétentes. Donc vous comprendrez que nous ne disposons pas de l'ensemble des éléments et que nous nous abstiendrons de tout commentaire. En revanche, je peux vous dire de façon certaine que nous considérons cet incendie comme un événement important que nous suivons au plus près depuis le premier jour. Alors important parce que de nombreuses personnes ont été touchées, directement ou indirectement, par les conséquences de l'incendie. Les salariés du site, les pompiers, les services de secours, les services de l'État, ainsi que les Rouennaises et Rouennais. Évidemment, nous pensons en premier lieu à eux. Important cet événement également parce qu'il concerne l'un des sites de notre secteur, un site Seveso, qui compte pour notre industrie en tant que client, en tant que fournisseur ou en tant que partenaire. Et puis important évidemment pour le territoire normand, vu l'impact économique qu'il a. Enfin, et je pense que c'est aussi pour ceci que vous nous avez demandé d'intervenir, c'est un événement important, car la sécurité et la prévention des risques sont la première préoccupation des industriels de la chimie en France. C'est pour nous une priorité non négociable et un objectif au quotidien. Chaque poste de travail fait l'objet d'une évaluation des risques qui conduit à la mise en place de consignes de sécurité, d'équipements de protection collective ou individuels. Et chaque année, nous investissons 600 millions d'euros pour la sécurité et l'environnement, soit plus de 20% des investissements annuels de notre secteur. Un élément important à souligner également, trois quarts de nos salariés suivent une formation chaque année.
Et sur ces formations, un tiers des heures sont consacrées à la sécurité. Donc vous voyez que la formation du personnel à tous les niveaux de l'entreprise est un point essentiel de notre politique de sécurité. Alors nos usines, elles mettent en œuvre l'une des réglementations les plus strictes au monde, la réglementation Seveso. Avec elle, les industriels doivent parfois étudier jusqu'à 1000 scénarios. 1000 scénarios de risques liés à leurs activités et démontrer qu'elles prennent des mesures pour réduire ces risques. Ils le font en agissant à la source par la réduction ou la substitution des matières dangereuses, ou à défaut en mettant en place des barrières de protection et de prévention. Cette réglementation, c'est une réglementation de proximité, mise en œuvre avec les DREAL, sous la supervision des préfets. C'est ce qui permet d'agir au plus près de la réalité du terrain. Enfin, cette réglementation, elle évolue avec le temps. Elle a été fortement renforcée par la loi de 2003 avec la mise en place des plans de prévention des risques technologiques, PPRT. Et suite à la deuxième révision de la directive Seveso, en œuvre depuis 2015. Alors, au-delà d'encourager la parfaite application de la réglementation, notre secteur a également pris des engagements volontaires pour faire progresser les pratiques de chacun. Nous sommes ainsi engagés depuis 30 ans dans un programme mondial qui s'appelle Responsible Care. Ce programme, il tire l'ensemble de la profession vers les meilleures pratiques. Nous certifions nos entreprises sous-traitantes. Elles doivent suivre une formation à nos standards de sécurité pour pouvoir intervenir sur nos sites. Et à ce jour, plus de 4000 sous-traitants sont ainsi certifiés en France, grâce à ce programme. Nous avons par ailleurs initié avec la sécurité civile un programme de partage de moyens techniques et d'expertise pour la gestion d'un certain nombre d'accidents, par exemple dans le transport. Ça s'appelle le programme Transaide. Et nous continuons, puisque nous allons prochainement ouvrir avec les organisations syndicales de notre branche une négociation pour aboutir à un accord plus contraignant dans le domaine de la sécurité. Mais de façon générale, une chose est certaine, nous l'avons déjà dit, le risque zéro n'existe pas et il n'existera jamais. Notre rôle en tant qu'industrie est évidemment de nous en approcher au maximum et d'en limiter les impacts lorsqu'il intervient. Alors nous avons ainsi tiré des enseignements de chaque événement. Nous l'avons toujours fait aux côtés des pouvoirs publics. Nous le ferons demain, dès que les causes de l'incendie seront connues. Et nous continuerons systématiquement à le faire. Pour ce qui concerne la gestion de l'accident, nous nous associons d'ores et déjà aux recommandations du livre blanc d'Amaris sur l'utilisation des nouvelles technologies pour alerter les populations et sur l'importance d'améliorer encore la culture de sécurité industrielle. Comment informer les riverains, mieux informer les riverains sur l'existence de sites industriels, de la gestion de ces risques et qu'ils aient une meilleure information. Enfin, s'agissant des PPRT, le travail réalisé pour leur mise en œuvre a été considérable, tant pour les exploitants que les autorités et les collectivités locales. Alors aujourd'hui, il s'agit avant tout de finaliser ce processus, c'est ce que nous appelons de nos vœux. Donc en conclusion, nous souhaitons réaffirmer que la sécurité est une priorité non négociable de notre industrie. Nous estimons que la réglementation actuelle est riche et elle doit pouvoir nous permettre de tirer les enseignements de cet événement. Je vous remercie de votre attention. Philippe Prudon, directeur technique de France Chimie, et Muriel Angolebé, déléguée générale de France Chimie Normandie, et moi-même, nous sommes à votre disposition pour toutes vos questions. Merci. Merci Madame. Je donne la parole à Madame Bonnefoy, rapporteure. Oui, je vous remercie Madame pour vos propos. Vous avez dit que la réglementation donc, du secteur de la chimie est une des plus strictes au monde, vous l'avez dit dans votre propos. Je voudrais vous demander en quoi est-ce qu'elle diffère des règles applicables dans d'autres pays de l'Union européenne. Ça, c'est ma première question.
La deuxième concerne le fait que les services de l'État ont indiqué avoir découvert à l'occasion de l'incendie du Lubrizol que l'un des deux exploitants, le cas échéant Normandie Logistique, n'avait pas signalé à l'administration que les substances stockées sur son site entraînaient un changement de régime, enregistrement et non plus déclaration. Donc cette problématique d'actualisation et de transmission des informations sur les substances stockées vous semble-t-elle fréquente ? Avez-vous des observations ou recommandations en termes d'inventaire des produits stockés et des conditions de sa mise à disposition en cas d'accident? Et donc la même question en termes d'organisation du stockage. Et ensuite, le président le rappelait, c'était sur la problématique de la sous-traitance, un sujet qu'on aborde depuis le début et qui paraît important puisque la sous-traitance paraît être impliquée dans 8% des accidents donc recensés dans des sites ICPE autorisés ou enregistrés. Et donc, quel regard vous portez sur le recours à la sous-traitance? Est-ce que la certification réalisée sous l'égide de France Chimie ne devrait-elle pas être renforcée? Merci Madame la rapporteure. Mesdames, Monsieur. Ok. Alors, bon, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, comme une enquête judiciaire est en cours, nos propos ne vont pas concerner ni Lubrizol ni Normandie Logistique. Nous ne disposons pas des éléments pour cela. En revanche, je pense qu'il est important et intéressant de vous rappeler quel est le cadre réglementaire. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de vous rappeler qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons une réglementation. Je me permets quand même de vous interrompre pour dire que ce n'est pas parce qu'une enquête judiciaire qu'on ne peut pas parler de Lubrizol. Il y a un champ bien précis qui ne permet pas d'aller sur certains sujets tels que les causes de l'incendie, le lieu de l'incendie. Bien Et sûr. c'est pas pour autant que, sans ça on peut partir nous aussi, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas parler de ce qui s'est passé à Lubrizol et notamment du fait qu'un certain nombre de préconisations ou de mises en demeure n'ont pas été respectées par l'entreprise. Tout n'entre pas dans le champ de l'enquête judiciaire. Très bien, j'entends. Alors, donc déjà, sur la réglementation, pourquoi nous considérons qu'elle est une des plus strictes au monde? Vous avez effectivement un cadre qui est celui de la réglementation Seveso, qui est un cadre qui s'applique à l'ensemble des pays européens. Par rapport à ce cadre de la directive Seveso, vous avez deux particularités qui s'ajoutent en France, qui est un long historique d'une réglementation sur les installations classées, ICPE. Et puis, comme nous l'avons indiqué, vous avez également la loi de 2003 sur les PPRT, les plans de prévention risques technologiques, qui sont également une spécificité française. Voilà. Vous avez également toute une série d'arrêtés qui viennent s'ajouter sur les liquides inflammables ou sur la réglementation des entrepôts. Sur le régime des enregistrements, je vous propose que Philippe Prudon vous dresse le panorama et vous explique comment ça fonctionne. Merci. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, bonjour. Donc, comment fonctionne la réglementation des installations classées en France? La première étape, c'est de faire l'inventaire des substances en termes de quantité et de qualité, à savoir, est-ce qu'on a une substance inflammable, est-ce qu'on a une substance toxique? Et à cette réponse, donc, on classe tous les produits par grande famille. Dès lors que le potentiel de danger augmente, on va avoir le premier niveau, qui est le niveau déclaration. Puis, lorsque les volumes augmentent, on est le niveau enregistrement. Au-delà du niveau enregistrement, on a le niveau d'autorisation avec les deux grandes classes au-dessus du niveau d'enregistrement qui est Seveso seuil bas et Seveso seuil haut. Et donc plus le potentiel de danger est important et plus la réglementation sera stricte et les exigences seront importantes, ce qui est bien normal. Alors concernant la question enregistrement, il appartient à l'exploitant, une fois qu'il a fait cet exercice d'inventaire suivant la quantité et la nature des produits, d'informer l'inspecteur DREAL pour lui dire voilà le niveau de mon site, à savoir est-ce qu'il est en déclaration ou est-ce qu'il est en enregistrement. Donc, bien entendu, nous sommes pour la réglementation, nous devons agir dans un cadre et l'exploitant doit informer la DREAL sur le niveau dans lequel il travaille. Donc c'est, je dirais, extrêmement simple, même si l'inventaire n'est pas toujours aisé, mais la règle est bien connue et doit être respectée.
Sur la sous-traitance, comme nous l'avons indiqué, nous avons effectivement un programme qui s'appelle MAS France Chimie. C'est un système de certification des sous-traitants. Ils doivent se conformer à une formation à nos standards de sécurité. Chaque année, nous voyons que 9% des entreprises ne passent pas l'examen, enfin, ne réussissent pas cet examen. Donc, ce qui nous fait penser qu'il est quand même suffisamment strict. Ensuite, aujourd'hui, nous avons 4000 sous-traitants effectivement, qui sont certifiés sous ce système, ce programme. Donc notre priorité aujourd'hui, c'est effectivement de promouvoir ce programme, cette certification, pour étendre le nombre de sous-traitants qui s'y conforment. Madame Bonfanti-Dossat, rapporteur. Oui, malgré tout, le nombre d'accidents sur les sites industriels classés a augmenté de 34% en 2 ans. Et l'impact de ces accidents est croissant sur l'environnement et est très inquiétant. Quelles sont les causes plus structurelles susceptibles d'expliquer cet accroissement? Et puis, vous parliez tout à l'heure du régime d'enregistrement. Est-ce que vous ne pensez pas justement que l'introduction du régime d'enregistrement, un supplément de toutes les autres mesures de simplification, et Dieu sait s'il y en a, c'est censé d'accroître les contrôles, et en réalité, on a l'impression sur le terrain qu'il y a une réduction des contraintes pour les industriels, et qu'en face, il n'y a pas de réelle contrepartie ni environnementale ni sanitaire, et que finalement, on a l'impression qu'il y a moins de surveillance et davantage d'accidents technologiques. Ça, c'est c'est l'impression que nous avons et qui est quand même assez inquiétante. Et puis, pour terminer, je voudrais savoir si la filière nucléaire peut apprendre de la filière technologique et inversement. Je voudrais savoir quelle est la position que vous partagez. Et je voudrais savoir sur quel point précis il vous semblerait pertinent de s'inspirer pour qu'il y ait une similitude dans ces 2 filières. Alors, sur l'augmentation des incidents sur nos sites, sur les sites industriels, nous nous référons aux données du BARPI. J'ai parlé d'accidents, madame. Excusez-moi. Vous dites incidents, nous on considère que c'est plus des accidents. Quelle est la différence pour vous entre incident et accident? Alors, la base de données du BARPI enregistre aussi bien les accidents, les incidents et les événements. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important, puisque c'est une base qui va servir à l'exploitant quand il veut faire son étude de danger. La première étape qu'il doit faire, c'est bien entendu son inventaire pour savoir à quel niveau il se classe. Et le deuxième point, c'est regarder tout ce qui a pu se passer par le passé sur son type d'activité, regarder les événements qui ont été enregistrés et apporter la preuve à monsieur ou à madame l'inspectrice comme quoi il a mis en place un certain nombre de mesures pour éviter que ça se reproduise. Donc c'est pour ça que c'est extrêmément important. Et nous avons une chance en France, c'est que cette base-là est assez unique. On le retrouve très peu dans d'autres pays. Donc ça, c'est quand même un énorme avantage. Le deuxième point, et ça peut être une source, je dirais, positive, je dirais, d'amélioration de la culture sécurité, c'est qu'il y ait davantage d'événements qui soient remontés, soit par l'inspecteur DREAL, soit par d'autres moyens, et que donc cette base soit enrichie. Donc ça concourt à une meilleure sécurité et à une meilleure culture du risque. Donc ça, c'est plutôt favorable. Maintenant, nous travaillons régulièrement avec le BARPI pour analyser ces résultats, et nous tirons des enseignements de ces événements, soit pour organiser des journées de formation auprès de nos adhérents, soit pour voir quel programme on peut mettre en œuvre. Alors, vous me posez une question sur la partie enregistrement. Le législateur, quand il a décidé de faire ce régime d'enregistrement, il est fondé sur la situation suivante. Vous avez des usines qui sont standardisées et que vous soyez, enfin même des installations qui sont standardisées, que vous soyez à Perpignan, à Rennes, à Paris ou à Montpellier, c'est exactement le même. Prenons un exemple très concret. Vous prenez une station-service qui a un volume d'inflammables relativement important et qui est sur le registre d'enregistrement. À quoi ça servirait de faire dupliquer des études de danger?
l'autorité a dit, nous exigeons un certain nombre de spécifications à respecter, à charge à l'exploitant de dire en quoi il respecte en tout point ces mesures-là. En plus, monsieur le préfet, sur des dossiers un peu plus compliqués, a toujours le loisir de dire ce dossier d'enregistrement ne me satisfait pas pleinement et je bascule le régime d'autorisation. Et dès lors que vous êtes sur le régime d'autorisation, vous refaites la boucle complète de l'étude de danger parce que vous avez un site spécifique et vous devez apporter la preuve, je dirais, du bien fondé et des démarches auprès de l'inspecteur DREAL. Vous citiez le BARPI. Le BARPI a quand même souligné une augmentation importante du nombre d'accidents industriels, et notamment sur les sites Seveso. De mémoire, c'est 25% d'augmentation en 2018. Donc moi, je suis un petit peu étonné de vous entendre sur un ton qui laisserait à penser que tout va bien. Alors, que je termine, que tout va bien, qu'il n'y a aucune adaptation, évolution nécessaire. Bon, vous n'êtes pas là pour vous flageller, mais entre vous flageller et avoir un minimum d'analyse objective sur vous-même et de propositions pour éventuellement faire évoluer les choses, je trouve que vous pourriez trouver un juste équilibre dans votre propos, que je trouve encore une fois très aseptisé et tout va très bien, on est exemplaire et on n'a rien à se reprocher. Donc, merci Monsieur le Président. Je me désole d'avoir donné cette impression. Et donc, bon, par rapport au niveau d'accident, il y a aussi une autre donnée qu'on peut mettre en avant, c'est effectivement le nombre de mises en demeure qui n'a pas augmenté. Voilà. Donc, je pense qu'il c'est bien de le mettre en regard. Pour autant, nous l'avons déjà exprimé, notre président s'est exprimé publiquement, hein, et comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, nous allons tirer les enseignements de cet événement. Nous l'avons toujours fait et nous avons engagé une réflexion. Il nous semble qu'il y a deux domaines sur lesquels notre industrie, effectivement, doit réfléchir. Au-delà de, effectivement, l'information du public, une meilleure culture de sécurité, au-delà de la mise en place des PPRT qui doivent être finalisés, je pense qu'au regard de ce que nous avons pu lire dans la presse, pas forcément des éléments, comme je le disais, de l'enquête judiciaire dont nous ne disposons pas, il y a deux domaines sur lesquels nous pouvons réfléchir, qui sont la configuration des entrepôts. Voilà. La réglementation sur les entrepôts existe. Pour autant, notre industrie devra probablement réfléchir à comment mieux diffuser les meilleures pratiques sur la configuration des entrepôts. Et le deuxième élément, et le deuxième axe de réflexion que nous avons engagé, c'est effectivement un axe sur la mise à disposition rapide des informations concernant l'inventaire sur nos sites, l'inventaire des substances qui sont entreposées. Voilà. Donc ça, ce sont effectivement deux axes de réflexion que nous allons engager, nous, industrie. Monsieur Tissot. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ma question, vous avez partiellement répondu. En fait, c'était à propos du stockage. Aujourd'hui, il y a sur le site de l'accident, et j'insiste aussi moi sur le fait que ce soit un accident par rapport à un incident, le site de Lubrizol est classé Seveso O. Il y a donc une partie de stockage qui était sur ce site-là, donc qui doit répondre aux normes de Seveso O. Et il y avait aussi une partie de stockage qui était sur Normandie Logistique, qui n'est pas classée Seveso O. Et j'ai entendu que vous disiez qu'il faudrait peut-être faire évoluer la réglementation concernant les stockages, enfin, c'est ce que j'ai noté, les sites de production, enfin, faire évoluer la réglementation du stockage sur les sites de production. Mais est-ce qu'à votre avis, il ne faudrait pas aussi faire évoluer de façon très forte les sites de stockage jouxtant, et là c'est en l'occurrence c'est l'exemple qu'on a sur Lubrizol. Merci Monsieur Tissot. Madame. Oui, merci Monsieur le sénateur. Donc je veux juste corriger mes propos. Je n'ai pas dit qu'il fallait modifier la réglementation sur les stockages. J'ai dit que la réglementation était suffisante pour que nous puissions tirer les enseignements et donc que nous puissions nous réfléchir à comment diffuser les meilleures pratiques. Et pour cela, je vous propose que M. Prudon revienne sur quelle est la réglementation sur les stockages.
en quoi elle nous paraît suffisante. Rapidement, parce que j'ai d'autres demandes de questions et qu'on est contraint par le temps, comme vous le savez. Je vous indique que vous pourrez de toute manière compléter cette audition par la transmission de tout document que vous jugeriez utile. Hein. Donc, de manière rapide, s'il vous plaît, monsieur. Je fais rapidement, Monsieur le Président. Donc, au-delà du classement du site, suivant les différentes installations de D à Céveso seuil haut, après, donc, au niveau des stockages, vous avez des arrêtés spécifiques pour les liquides inflammables, qu'ils soient en vrac ou conditionnés. Donc en vrac, c'est dans des très grandes cuves, ou conditionnés, c'est dans des fûts, dans des flacons, ou des petits conditionnements de quelques fractions de mètres cubes. Donc ça existe. En revanche, donc, la réglementation sur les entreposages est riche. Il y a au moins 2 arrêtés qui traitent ce sujet-là. En revanche, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des bonnes pratiques. Et c'est en ce sens-là que lorsqu'on a un incident ou un accident, on prend les conclusions de l'étude et on regarde qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour éviter que ça se reproduise. Il ne nous a pas échappé sur l'incendie de Lubrizol que 5000 mètres cubes qui partent en fumée, c'est des quantités extrêmement importantes. Donc par rapport à ça, sans attendre les conclusions de l'étude, des études et des enquêtes, bien entendu, ce point-là est à travailler très sérieusement pour éviter qu'on se retrouve dans une configuration où on aurait encore 5000 mètres cubes de produits qui partiraient lors d'un incendie. Donc c'est diminuer le potentiel de danger pour éviter justement d'avoir à faire face à l'incendie tel qu'on l'a connu. Merci, Madame Tocqueville. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, Monsieur. Vous avez rappelé donc au début de votre propos les activités et les secteurs qui concernent donc France Chimie. Vous mentionnez aussi que vos experts accompagnent les acteurs du secteur. Donc je pense que Lubrizol a été accompagné par des acteurs du secteur, tels que vous les avez mentionnés. Alors, moi, j'avais une question. En 2013, lorsqu'il y a eu la fuite de Mercaptan, la fuite de gaz, en 2015, lorsqu'il y a eu la fuite d'huile, êtes-vous intervenu auprès de Lubrizol, d'une part pour savoir ce qui s'était produit et d'autre part pour constater des manquements? Ça, c'est ma première question. Et avant cet accident, comment accompagnez-vous Lubrizol dans l'ensemble de la mise en place de ces dispositifs, en particulier sur les dispositifs de sécurité? Je vous remercie. Merci, Madame Tocqueville. Madame la sénatrice, le rôle de France Chimie est un rôle de diffusion et de partage des meilleures pratiques et d'explication des réglementations. Nous n'avons pas un rôle de conseil spécifique de consultant. Voilà. Donc le rôle que nous avons, c'est de diffuser des circulaires techniques pour expliquer une réglementation qui se trouve parfois un peu complexe. Voilà. Par rapport aux événements que vous avez cités, je vais donner la parole à Monsieur Philippe-Prudon pour que vous explique en quoi ils sont très différents. Voilà, on est sur des événements ou des accidents de nature extrêmement différente. Alors, l'événement qu'on a connu donc, en 2013, donc, qui est la fuite de ce Mercaptan et qui a occasionné un émoi extrêmement important auprès des habitants, et on peut le comprendre, parce que c'est associé à fuite de gaz. Hein. Rappelons que quand on a dans le gaz, pour être sûr qu'on soit capable de détecter une fuite, on met justement un dérivé soufré pour que ça sente mauvais et qu'on soit alerté. Et donc on peut comprendre dans une telle configuration, lorsque les Rouennais ou les Rouennaises ont senti cette odeur, dire il y a une fuite de gaz, et donc ils ont téléphoné énormément auprès des pompiers. Donc c'est tout à fait légitime. Alors comment on a traité ce point-là? Bien entendu, on a fait une enquête auprès de Lubrizol, ce qui nous a amené à faire d'ailleurs une circulaire pour voir comment sur les sites il faut repérer ces substances malodorantes pour pouvoir les traiter. Et nous-mêmes, en tant que fédération, cette fois-ci, nous avons fait une base qui s'appelle Usined, où lorsqu'on a des industriels qui sont prêts à aider pour renseigner, pour aider un autre collègue à prendre une décision, cette base, elle a été créée dans France Chimie. Aujourd'hui, on a une centaine de substances qui sont référencées. Et donc, si on a un problème ou si un membre a un problème, il peut faire face à cette situation-là en téléphonant à notre collègue parce qu'on a une base qui le permet.
Le deuxième événement, qui est donc l'incendie que nous avons connu donc tout récemment, est donc de nature très différente. Et donc, au même titre, on l'a fait sur l'exercice en 2013, nous allons faire ce retour d'expérience qui est déjà en cours, hein, puisque Magali Smets a déjà identifié et vous a mentionné quelques pistes de réflexion pour action. Bien entendu, ce point-là va être travaillé de façon très approfondie pour éviter que ça se reproduise. Une fois de plus, 4000 tonnes de produits, plus de 4000 tonnes de produits, on doit pouvoir trouver des solutions pour qu'en cas d'incendie, on ne se retrouve pas avec une telle quantité. Alors certes, le risque zéro n'existe pas, mais au quotidien, c'est notre travail d'essayer de s'en approcher. Merci Madame Brulin. Merci. Parmi les pistes justement que vous évoquez, les pistes de travail pour des améliorations, est-ce qu'il ne vous semble pas nécessaire d'examiner, en tout cas moi il me le semble, la question de la défense incendie précisément, que ce soit le nombre de pompiers qui sont mis à disposition dans vos industries. D'ailleurs, il y a des débats en ce moment, je vois ça, entre organisations syndicales et industrielles, suite sûrement à Lubrizol, sur ce qu'il faut déployer comme moyen en termes de pompiers, sur les moyens matériels, parce qu'il y a eu des histoires d'émulseurs, etc. Et puis peut-être sur une pratique qui a l'air relever d'un accord un peu tacite, c'est-à-dire que les industriels s'épaulent les uns les autres et mettent à disposition les moyens de défense incendie sur une plateforme, voire au-delà, mais est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de systématiser et de rendre obligatoire cette espèce d'assistance et de mise en commun globale des moyens qui peuvent être développés? En complément de la question, j'indique qu'effectivement, on a porté à notre connaissance le fait que selon les sites, il pouvait y avoir des pompiers ou simplement des agents de surveillance, voire aucune présence physique. Et donc, il y a une hétérogénéité par rapport aux équipes de sécurité internes sur ce type de site. Oui, alors la réglementation demande à l'exploitant de prendre le scénario le plus impactant, et par rapport à ce scénario le plus impactant, de prévoir la quantité d'eau, d'émulseurs qui a lieu de mettre en place, aussi bien pendant la crise et après la crise, parce que quand la température est élevée, il y a un temps de refroidissement de l'ensemble des parties qui ont été soumises à l'incendie. Donc ça, c'est prévu par la réglementation. Vous mentionnez des partenariats au niveau des zones ou des bassins. Typiquement, c'est une zone industrielle importante dans laquelle les industriels ont des moyens et, sous forme de convention, peuvent intervenir parce que c'est prévu. Alors, quand on dit pompiers sur les sites, souvent on parle plutôt d'équipes de première intervention. Hein. On n'est pas comme des pompiers professionnels, mais équipe de première intervention qui permet de mettre en place un certain nombre de choses en attendant que les pompiers, je dirais des équipes de secours spécialisées, interviennent. Mais une fois de plus, la quantité d'eau doit être prévue, les émulseurs doivent être prévus. En l'occurrence, c'était un feu d'hydrocarbures et c'était de la mousse et il y a de la mousse pour y faire face. Alors après, nous avons bien entendu lu dans la presse où il y aurait une question à se poser. Nous attendons bien entendu les conclusions de l'enquête pour savoir ce qu'il y a lieu de faire ou d'améliorer. Madame la rapporteure avait une petite dernière question. Oui, sur les lieux de stockage, les entrepôts, j'ai bien noté, vous considérez que la réglementation est suffisante et qu'il faut tirer profit des expériences pour l'améliorer, alors que par ailleurs, il nous a été dit dans nos auditions que concernant les lieux de stockage, les entrepôts, il n'y avait pas de statut réel et qu'il y avait nécessité à réfléchir sur quelque chose de plus contraignant. Donc ça, j'ai bien noté la différence entre vos considérations et ce qui avait pu nous être dit. Deuxième chose, vous avez dit que votre secteur était en pleine expansion et que vous aviez des investissements importants en matière de recherche et développement pour des nouveaux matériaux, etc. Alors ça m'a amené à penser, c'est peut-être un peu naïf, mais que donc vous avez les moyens nécessaires en matière de recherche et donc ce sont des produits chimiques, donc des produits qui peuvent représenter pour certains un danger, et je mets cela par opposition avec nos agences nationales qui sont en train de rechercher
la dangerosité et l'interférence des produits entre eux. Et donc, je me posais la question de savoir pourquoi, justement, dans le cadre de la recherche, est-ce que vous avez déjà, dans le cadre de la recherche, étudié la possibilité de produits chimiques qui brûlent, et donc l'interférence de ces produits entre eux avec, par exemple, les effets cocktails, par opposition de manière à fournir, justement, dans le cadre de vos recherches, l'innocuité des produits, par exemple, pour que nos agences nationales puissent, le cas échéant, confronter les études que vous auriez pu mener, vous, en interne. Madame Bonfanti de ça aussi, peut-être une pour question compléter, complémentaire c'est dans toujours le même ordre. sur le stockage, pour que on y comprenne mieux, en tout cas moi. Vous parlez d'accompagner les établissements et pour un partage de meilleures pratiques. Est-ce que vous saviez ou non, est-ce que vous aviez, il a été porté ou non à votre connaissance, ce stockage de 4000 tonnes, 12 000 fûts, c'est quand même important, donc dans des entrepôts qui n'étaient ni équipés ni autorisés. Donc étiez-vous au courant ou non, ou est-ce que l'exploitant avait eu cette information sans que l'administration le sache? Est-ce que ça, ce sont des pratiques courantes? Et qu'allez-vous faire maintenant dans l'avenir pour interdire cela? Madame la directrice. Alors, Madame la rapporteure, pour répondre à votre dernière question, non, nous n'avions pas connaissance, nous, en tant que France Chimie, sur effectivement les 4000 tonnes ou la configuration précise. Enfin, comme je l'ai dit, 1300 établissements. Voilà. Enfin, nous sommes là dans l'accompagnement d'une industrie vers ses meilleures pratiques, mais nous ne sommes pas dans le contrôle. Vous avez les DREAL, le DREAL et le gendarme décident Céveso. Voilà. Enfin, je veux dire. Réclame haut et fort que cet établissement du Brisol était un établissement très très surveillé. Donc par rapport à ce qui s'est passé dans Normandie Logistique, ça paraît un petit peu incohérent qu'en même temps on est un Lubrizol hyper surveillé et que le DREAL n'ait pas eu porté à connaissance ce stockage un peu illicite. Bon, vous comprendrez qu'en tant que fédération professionnelle, il ne m'appartient pas de commenter l'action de l'État. Voilà. Donc je ne souhaite pas rentrer dans cette polémique. Je pense que l'idée, vraiment, c'est d'avancer tous ensemble. Ce que j'ai dit, c'est effectivement, on l'a déjà exprimé, hein, de notre point de vue, la réglementation existe. Il s'agit maintenant effectivement de l'appliquer. Il s'agit de s'assurer qu'effectivement les meilleures pratiques sont bien diffusées. Vous nous avez posé la question sur la recherche. Oui, effectivement, donc nous consacrons une part très importante à la recherche. Et je voudrais juste rappeler que dans le cadre de la réglementation REACH, nos industriels doivent évidemment apporter les preuves de l'innocuité de leurs produits. Il y a des études, des analyses qui sont fournies, qui sont très importantes. Au niveau européen, je rappelle, c'est plus de 3 milliards d'euros qui ont été consacrés aux études sur les substances. Pour venir spécifiquement sur votre sujet des effets cocktails, les effets cocktails, en fait, c'est effectivement un domaine de recherche où la recherche avance et progresse. Aujourd'hui, on a, sur un petit nombre de molécules, pu identifier des effets qui ne sont pas additifs. C'est-à-dire que d'habitude, vous pouvez additionner les effets d'une molécule avec une autre. Là, il y a une sorte de synergie qui se crée. Vous n'avez plus 1 et 1 égale 2, mais 1 et 1 font 2,5, voire 1,5. Voilà. Donc, effectivement, c'est un sujet de préoccupation sur lequel la recherche est en train d'avancer. Pour l'instant, il ne nous semble pas qu'en l'état des connaissances, à remettre en question l'ensemble de la structure ou l'architecture de la réglementation sur les produits. Mais nous avançons et effectivement nos industriels sont là, mobilisés pour toujours apporter les preuves que les produits qu'ils mettent sur leur marché, les molécules qu'ils mettent sur leur marché, les solutions sont évidemment leur innocuité est démontrée.
J'entends ce que vous dites. J'ai posé moi-même à plusieurs reprises la question concernant REACH, parce que vous avez raison, c'est tout un industriel. Le problème, c'est que chaque fois, on me dit que le REACH ne s'applique pas, ou il ne peut pas s'appliquer parce que problème de seuil, problème de manque de données supplémentaires, etc. Donc, je ne comprends pas entre le REACH, effectivement, et puis dans la réalité, la France, n'applique pas REACH. Non. Pardon. Là, je crois que la réponse est très simple. La France applique REACH comme l'ensemble de l'Europe applique REACH. Non, si, Madame la sénatrice, sauf votre respect, on applique REACH. Je rappelle que REACH, il y a 3 piliers. Un pilier qui est l'enregistrement, un pilier qui est l'autorisation et un pilier qui est l'évaluation. Concentrons-nous sur l'enregistrement. Il y a eu 3 étapes majeures qui est 2010, 2013 et 2018 où toute substance importée ou produite en Europe a été enregistrée avec des exigences de façon à répondre en tout point à la réglementation. Alors, certes, on peut dire que les dossiers qui ont été enregistrés il y a une dizaine d'années peuvent être améliorés et nous avons un programme d'amélioration des dossiers, mais on a la base unique au monde. Il faut quand même en être content et fier. C'est une base unique au monde où on rassemble un très grand nombre de données toxicologiques, écotoxicologiques. Dans le cas qui nous habite, là, il s'agit d'un incendie. Donc la question, c'est des substances qui sont dans un incendie, comment on accède aux produits de décomposition. C'est un sujet qui est extrêmement complexe. On peut lire les travaux qui ont été réalisés par l'INERIS il y a déjà quelques années, où en fonction des conditions d'eau, d'humidité, de vent, de source, on va avoir des résultats différents. Mais REACH existe et nous connaissons très bien nos produits. Merci en effet d'avoir accédé à notre demande d'audition pour évoquer cette situation de l'incendie de Lubrizol et surtout apporter peut-être un éclairage différent à votre commission, sans doute sur un volet qui a peut-être été moins abordé que dans les auditions précédentes. Et ça nous semblait en effet utile de vous dire ce qui avait pu être mis en place ou, comme vous l'avez souligné, ce qui aurait pu être fait, sachant que je reviens de suite sur un de vos propos, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas complètement substitués, puisque je vais m'en expliquer, mais les associations d'aide aux victimes travaillent de concert avec les autorités publiques. Cependant, sur le principe même de la politique publique d'aide aux victimes qui est mise en place, voire très organisée quand même depuis 40 ans, il suffit qu'il y ait une personne ou quelques personnes qui passent à côté des dispositifs et on peut collectivement se dire qu'on aurait en effet pu mieux faire ou faire autrement. C'est un petit peu les propos que nous aurons. Donc nous avons en effet souhaité en revanche intervenir à 2 voix puisque ces dispositifs s'entendent aussi bien dans le cadre d'une coordination nationale que d'une intervention locale. Et le réseau France Victimes est organisé de la sorte depuis environ 40 ans, sous l'impulsion à l'époque de Robert Badinter, l'idée étant d'avoir une association d'aide aux victimes conventionnée avec les autorités et notamment le ministère de la Justice pour apporter au quotidien un soutien, un accompagnement de toute personne qui est ou s'estime victime. Et vous avez ainsi fédéré au sein du réseau France Victimes environ 132 associations exactement, fédérées au sein de notre réseau, qui maille tout le territoire. Et vous avez au moins une association par ressort de tribunal qui, par son conventionnement avec la justice et par les textes, j'y reviendrai, permet d'apporter une aide, une assistance, une prise en charge globale de toute victime. Cette prise en charge se fait par l'intermédiaire de nos 1500 professionnels de terrain, juristes, psychologues, travailleurs sociaux à titre principal. Et pour terminer sur les chiffres, sachez qu'il y a environ 300 à 320 000 nouvelles personnes qui sont aidées par notre réseau. Dans cet accompagnement global, il est quotidien, mais évidemment, il s'inscrit dans des dispositifs plus larges ou spécifiquement mis en place lorsqu'il s'agit d'événements collectifs. D'où notre demande d'audition et, j'allais dire, le bien fondé à la fois de notre intervention ce matin, mais de notre intervention de terrain, c'est qu'aujourd'hui, les textes existent, des guides existent, des instructions, des décrets prévoient en effet la mise en place de dispositifs d'accueil, de dispositifs de recensement et d'accompagnement des victimes qui
n'ont pas forcément été mis en place, ou en tout cas peut-être pas, on y reviendra, dans le bon calendrier, pour permettre à toute personne, alors que l'on qualifiera peut-être de victime, peut-être de sinistré, en tout cas d'impacté, à toute personne en tout cas qui a subi de près ou de loin les conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol, de permettre à ces personnes d'avoir cette proposition d'aide faite par les pouvoirs publics, par notre intermédiaire, du fait des conventionnements et des textes. Je ne vais pas revenir peut-être sur les textes, on pourra, s'il y a besoin, vous donner des précisions sur les différents décrets, les dates et les références, mais intervention, donc je le disais, à deux niveaux. La Fédération France Victimes joue aussi son rôle en matière d'événements collectifs, d'une part parce qu'elle porte au quotidien le numéro d'aide aux victimes 116 006, numéro d'aide aux victimes qui appartient au ministère de la Justice, qui est actif toute l'année, de 9h à 19h, 7 jours sur 7, et qui, en cas d'événement collectif, pourrait ou peut être diffusé au grand public pour permettre aux personnes victimes de se manifester et d'être accompagnées, voire dans d'autres cas, il est également en phase de crise dans la possibilité, ce numéro et cette plateforme que nous gérons, est en capacité également de faire ce qu'on appelle éventuellement des appels sortants si, à l'occasion d'un événement collectif, on bénéficie, tout ça évidemment étant encadré par les textes, par des chartes, par des conventions ou par la loi, qui permet donc de faire des appels sortants, d'aller donc au-devant de victimes qui seraient listées pour leur faire cette proposition d'aide. Donc la plateforme téléphonique existe au national. Par ailleurs, la fédération joue un rôle vis-à-vis de son réseau de coordination de la prise en charge des victimes, puisque par expérience, nous savons que lorsque un événement collectif survient, incendie, attentat, inondation, accident ferroviaire, aérien ou autre, lorsqu'un événement survient, généralement, les victimes ou les proches des victimes ne sont pas forcément domiciliés sur le lieu de survenance de l'événement. Par conséquent, plusieurs associations de notre réseau peuvent se retrouver à un moment donné ou à un autre mobilisées pour accompagner des victimes. Et le rôle de la fédération, c'est donc de s'assurer, à travers, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais différentes techniques de notes de liaison, de liens directs en tout cas avec ses adhérents, d'assurer que au même moment, toutes les victimes, quelle que soit leur domiciliation, aient accès à la même information, le même accompagnement et en temps réel. Et pour vous donner un simple exemple, après l'attentat de Nice, par exemple, pour donner un exemple différent de celui de Lubrizol, nous avons 82 de nos associations qui, à terme, ont suivi des proches ou des victimes directes de l'événement. Raison pour laquelle donc, la fédération, dès les premiers instants, se met à disposition des autorités par prise de contact avec nos contacts directs, la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, le ministère de la Justice, pour ce qui concerne le national. Au local, les associations d'aide aux victimes, dont la VIP représentée par David Delaunay ici présent, les associations d'aide aux victimes sont donc conventionnées par les cours d'appel. À partir de 2020, d'ailleurs, auront un agrément administratif délivré par la justice et peuvent être, en tout cas, les textes le prévoient, le Code de procédure pénale, peuvent être réquisitionnés par les autorités judiciaires pour faire la même chose, mais au local, c'est-à-dire aller au-devant des victimes et mettre en place, soit s'insérer dans les dispositifs qui vont être mis en place, ou les structures d'accueil, et venir renforcer ces structures en s'appuyant donc sur la compétence de nos salariés, soit proposer en effet des dispositifs et aller au-devant des victimes. Et David y reviendra sans doute, mais c'est ce qui s'est produit. L'association a bien été officiellement réquisitionnée. Donc voilà, simplement pour vous dresser un petit peu très rapidement, puisque vous nous avez donné 10 minutes, très rapidement, le fait qu'il y a en effet des dispositifs qui existent. Vous avez cité certains de ces dispositifs, centre d'accueil des familles, centre d'accueil des impliqués, ce qu'on appelle un guichet unique. C'est en effet, en règle générale, ce qui est proposé, et je m'appuierai sur notamment 2 documents qui assoient cette organisation après un événement collectif, un guide méthodologique de prise en charge des victimes d'événements collectifs qui a été réédité en novembre 2017, mais qui existe depuis 2004 et qui prévoit tous ces dispositifs, et également le guide Orsec
dans sa version G6, qui prévoit là aussi, dans le cas de nombreuses victimes, la mise en place de dispositifs de structures d'accueil. Et quand on parle de structures d'accueil, il faut bien entendre en effet qu'il est toujours nécessaire d'avoir, certes, des numéros en capacité donc d'être joints sur un volume horaire assez important, mais en capacité de répondre à un ensemble de questions ou de bien réorienter, mais aussi des structures d'accueil physiques, car les gens ont souvent besoin d'être reçus, que ce soit pour un accompagnement juridique, psychologique ou social. Voilà en termes d'organisation au national. Je te laisse pour le local. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs. Je vais peut-être vous demander d'éteindre votre micro, Monsieur Bertin. Voilà. Et on vous écoute. Voilà. Une petite précision, simplement, je ne suis pas le président, je suis le directeur de la ville, j'en suis salarié. Oui, suite à l'incendie, et donc je suis riverain, hein, j'étais juste en face, donc j'ai pas manqué les explosions à 4h30 du matin. Immédiatement, le souci a été un réflexe professionnel. Est-ce qu'il y avait des personnes décédées, blessées? Donc, je consultais immédiatement Internet pour vérifier ce point-là. Bon, heureusement, personne n'avait subi physiquement de conséquences. Mais vu la taille et le panache de fumée, on a tout de suite pris conscience qu'il allait falloir mettre un dispositif tout à fait particulier assez rapidement pour pouvoir proposer quelque chose à toutes les personnes qui avaient été impactées. Et donc très très vite, dès le vendredi, une cellule a été créée à la VIP. Nous on était en intervention sur le Havre sur un autre sujet, mais un dispositif dédié avec des personnes ayant des connaissances particulières en matière d'accidents collectifs et évidemment d'assurance, puisque vu le panache de fumée, on s'est douté qu'il allait y avoir énormément de dommages sur les biens. Nous avons D'accord. Et donc, dès le lundi, nous nous sommes rapprochés de notre procureur pour se mettre à disposition de l'autorité judiciaire, puisque en cas d'événement collectif, nous sommes réquisitionnés par l'autorité judiciaire de façon à avoir un cadre juridique, avoir un mandat pour pouvoir intervenir auprès des personnes. Le calendrier a été tel qu'il n'a pas pu être possible de réunir très rapidement le CLAV, donc le comité local d'aide aux victimes, qui a pu se réunir un petit peu plus tard, 15 jours plus tard, et c'est seulement à ce moment-là qu'il a pu être décidé de l'ouverture d'un espace d'accueil dédié, avec la mise à disposition par la mairie d'Ormont, au sein de la mairie annexe. Le choix était tout simplement parce que cette mairie-là a été au cœur du quartier le plus impacté à Rouen, de l'ouverture, avec une participation du barreau de Rouen. Nous y avons reçu un peu plus de 120 personnes en 3 semaines de fonctionnement, mais ce comité local a aussi observé que le panache avait été très très loin et qu'il y avait des communes un peu plus éloignées qui étaient aussi très fortement impactées, et il a convenu de la mise en place d'une équipe mobile, en fait, que la VIP irait porter donc des permanences sur les communes un peu plus éloignées de la périphérie, communes rurales. Tout ceci s'est fait avec le soutien de l'association des maires qui s'est rapprochée des différentes municipalités afin de cibler le plus précisément possible les communes qui le souhaitaient. Donc des communes ont été visées, certaines n'ont pas souhaité d'intervention, deux nous ont rappelé. Il s'agit des mairies de Préau et de Buchy, qui sont des centres-bourgs, qui ont un rôle de pôle un petit peu dans le secteur, ainsi que la mairie de Neuchâtel, avec cette particularité que là, à Neuchâtel, on change de TGI, c'est le TGI de Dieppe. Donc tout cela s'est fait en bonne intelligence avec l'association Lavim, notre association locale, parce que nous avons un accord interassociatif pour les associations de Seine-Maritime, une convention d'entraide en cas d'accident collectif, évidemment, ou en cas d'attentat, de façon à mobiliser les moyens. Ce qu'il faut savoir, c'est que la VIP, c'est une petite association, 5 personnes salariées, une dizaine de bénévoles qui interviennent régulièrement, et il était certain que si de nombreuses victimes s'étaient présentées, on aurait été dans la capacité totale, avec l'équipe existante, de prendre en charge
tout le monde. C'est pour ça que très très vite, nous nous sommes mis en lien avec notre fédération. D'une part, le numéro national des deux victimes, le 116 006, de façon à pouvoir éventuellement gérer un flux massif d'appels téléphoniques. Nous, on a communiqué de notre côté sur tous les dispositifs qui étaient mis. Même avant l'ouverture de la permanence, on a reçu un peu de monde déjà. Des gens sont venus spontanément, mais relativement peu, finalement, relativement peu, demander de l'aide. Et aussi une pré-mobilisation du réseau autour, si jamais il y avait un besoin important d'accueil, ce qui n'a pas été nécessaire. Toujours est-il qu'à ce jour, toute permanence confondue, c'est 254 personnes qui nous ont demandé de l'aide, avec des questions qui sont principalement autour de sujets d'assurance, des inquiétudes par rapport à la mise en œuvre des contrats d'assurance, des questions autour de la santé, pratiquement pour toutes les personnes, sur la qualité de l'air évidemment, et massivement le souhait de déposer plainte afin de signifier le mécontentement. On a la population, les victimes que nous avons rencontrées étaient particulièrement mécontentes de cet événement qu'ils ont subi, et donc voilà, cette volonté de le manifester publiquement à travers ce dépôt de plainte. Les questions situations qui sont un peu plus délicates aujourd'hui, c'est quand on s'éloigne de Rouen. Plus on est près sur la commune de Rouen, on a peu de difficultés parce qu'on a des personnes qui ont pas mal de ressources quand même finalement, des contrats d'assurance de bonne qualité et peu de difficultés. Par contre, plus on s'éloigne et plus on va dans la zone rurale, plus les difficultés sont importantes pour les personnes, pour les victimes, à savoir des contrats d'assurance qui sont peut-être moins bien équipés, moins de garanties, et des situations matérielles quelquefois fort inquiétantes, notamment des personnes qui se sont éloignées du centre-ville pour des raisons matérielles. J'ai reçu personnellement des personnes âgées, un retraité avec des pensions de retraite assez minces, autour de 700 €, et bénéficiant d'un potager qui était un moyen de subsistance, un complément de revenus assez important finalement. Et cet incendie, les dépôts de suie, tout ça a détruit complètement cette ressource, ce potager, et des personnes qui avaient des inquiétudes effectivement matérielles là-dessus. Parce que autant les contrats d'assurance, finalement les assurances ont accepté assez souvent le nettoyage des maisons, du bâti, autant tout ce qui est extérieur au bâti n'est pas pris en charge. Donc on a tous les équipements extérieurs, les salons de jardin, les potagers, les arbres fruitiers, etc. Toutes ces choses-là qui ont été détruites suite au passage du nuage, tout ça, ce n'est pas pris en charge. Donc des difficultés matérielles pour ces personnes-là. Des difficultés aussi liées à la franchise, parce que naturellement, les assureurs, même s'ils ils prennent en charge les nettoyages et les réparations, les franchises restent à la charge des particuliers. Et très souvent, plus les personnes ont des contrats un peu moins garantis, des prix un peu plus faibles, parce que les ressources le sont également, des franchises plus importantes. Donc on peut avoir les franchises aussi. On a des franchises qui commencent à 130, 140 €, mais en général, les personnes moins bien assurées vont avoir des franchises autour de 300, ce qui représente une somme importante, donc une difficulté aussi pour faire les déclarations de sinistres. Et puis aussi la nécessité d'accompagner les personnes, parce que quelquefois, de manière assez régulière malgré tout, des assurances qui n'ont pas ouvert avec la bonne mobilisation de garantie, qui ont ouvert des dossiers sous couvert de la protection juridique. Les personnes ne sont pas spécialisées en matière d'assurance, donc elles pensaient que leur dossier de sinistre était bien ouvert, que leur maison allait être nettoyée. Or, il n'en est rien, puisque la protection juridique, en fait, l'idée c'était on ouvre un dossier, on attend qu'un responsable soit identifié, on délèguera un avocat lors du procès pour que les personnes soient remboursées. Donc, et ces personnes-là n'avaient pas remarqué que c'était la protection juridique qui était ouverte.
étaient en attente du passage de l'expert, etc. D'où l'importance pour nous de dire non, ça ne va pas du tout. Il faut vraiment reprendre le contrat, reprendre la tâche avec les assurances, de façon à ce qu'un dossier de sinistre puisse être mis en œuvre. Donc on a toutes ces situations aujourd'hui sur les prises en charge. Et ce que je disais, plus on s'éloigne de la couronne rouennaise, plus les difficultés sont importantes. 254 personnes reçues, c'est peu par rapport à l'immensité des dégâts qui ont été commis, parce que les témoignages des personnes et les photos qui nous sont apportées, ça ressemble plus à une marée noire dans les jardins qu'à de vagues dépôts de suie. Les dégâts sont importants. Les premiers retours qu'on a des personnes qui ont eu le nettoyage de leur habitation, on est quand même sur des montants entre 7 000 et 8 000 euros de réparation. Donc des dégâts qui sont conséquents pour l'instant. Et puis, une incompréhension des personnes, des derniers entretiens que nous avons pu mener, une incompréhension parce que les premières indemnisations sont arrivées, notamment pour les collectivités qui avaient fait des demandes, donc ça a été payé. Les agriculteurs ont bien sûr pu faire des demandes, avec toutes les difficultés des abandons de recours qui figurent dans les propositions. Les commerçants aussi ont pu faire des demandes, et les particuliers, rien n'est fait à ce jour, on n'a rien. Donc ça, c'est une difficulté importante parce qu'aujourd'hui, c'est les assurances qui prennent en charge. Donc d'une certaine manière, c'est la collectivité, c'est la solidarité nationale qui prend en charge, et des personnes qui ont des difficultés aussi à faire ces déclarations-là parce que 300 € de franchise, c'est beaucoup. Les quantités d'eau pour le nettoyage, ça représente aussi une somme parce qu'ils n'ont pas forcément prévu ces dépenses-là. Et puis, tout le reste, les potagers détruits, les mobiliers de jardin, les installations, les jeux d'enfants, etc. Parfois, c'était nettoyable, parfois, ça ne l'est pas. Donc tout ça, aujourd'hui, on n'a pas de réponse à apporter aux personnes, et on n'a pas entendu du côté de Lubrizol quoi que ce soit qui pourrait faire avancer les choses. Habituellement, malheureusement, à la VIP, on a connu de nombreux accidents collectifs, de catastrophes. J'y travaille depuis 1999. On a pris en charge il y a eu des naufrages, des crashs aériens, des incendies déjà. Et habituellement, pour les particuliers, il y a un accord cadre qui est proposé. Il y a quelque chose qui est fait pour les particuliers. Et là, à ce jour, on n'a rien. Et on est dans l'attente d'un interlocuteur en face, parce que c'est l'association d'aide aux victimes ne peut pas agir à la place des victimes. Mais les victimes, elles sont multiples, et donc on est face à un groupe atomisé et qui n'est pas en capacité, et qui n'a pas forcément les ressources, de se mobiliser et de faire une démarche collective. Donc voilà, la difficulté, elle est aujourd'hui principalement à ce niveau de notre côté. Voilà. Et vous, quelles suggestions pourriez-vous formuler pour essayer de surmonter cette difficulté ? Il serait souhaitable qu'un groupe opérationnel, justice, association d'aide aux victimes, mais aussi association de victimes, avocats, et peut-être un représentant de l'État également, puisse officiellement se faire connaître auprès de Lubrizol, parce qu'à ce jour, on ne connaît je n'ai pas connaissance de son assurance, je ne sais pas où ils sont assurés, on n'a pas connaissance du nom, on ne sait pas. On ne sait pas. D'ailleurs, même la FFA, à ce jour, n'a pas connaissance, ils n'ont pas de correspondant, je crois, déclaré à la FFA. Donc, on n'a pas d'interlocuteur en face. Donc, c'est une difficulté. Et donc, je pense qu'il y a un groupe opérationnel qui... C'est comme ça que ça se passe. Pour l'incendie du bar Cuba Libre, très rapidement, le comité de pilotage s'était réuni, et dans les semaines qui ont suivi, l'assureur AXA participait aux réunions, était en capacité de faire des propositions pour les particuliers. Aujourd'hui, on n'a pas ce groupe opérationnel et on n'a pas d'interlocuteur en face. Écoutez, je pense qu'on leur posera la question la semaine prochaine. Madame la rapporteure, une question ? Non, je n'ai pas de question particulière, si ce n'est, est-ce que vous avez des propositions à nous formuler, ou des recommandations pour améliorer un certain nombre de dispositions ? Mais la question vient de vous être posée par En fait,
Comme je vous le disais en propos introductif, c'est vrai que... J'en profite pour revenir sur la question que j'avais posée tout à l'heure, qui est celle de savoir si, selon vous, l'État devrait en tant que tel effectuer ce rôle d'assistance et de conseil global lorsqu'il y a une catastrophe de ce type. Alors la réponse est clairement oui, et en tout cas, il doit garantir que chacun a accès aux droits, que chacun a accès à de l'aide s'il en a besoin, et les textes et les documents que je vous ai rapidement cités le prévoient. Et c'est vrai nos propos ne sont pas de dire aujourd'hui que rien n'a été fait. Chacun a joué son rôle et a respecté en partie ses guides ou ses textes. Le procureur a réquisitionné, la déléguée interministérielle est intervenue pour que le CLAV, donc le comité de liaison de l'aide aux victimes, se mette en place. Mais que constate-t-on en réalité? Il y a un numéro d'information du public qui a été diffusé, mais dont les informations étaient très partielles. C'est-à-dire que nous l'avons testé, ce numéro, il renseignait en effet pour rassurer, notamment sur les conséquences sanitaires, environnementales, mais aucune réponse sur par exemple, les informations juridiques, les précautions à prendre, et même le cadre juridique dans lequel le continuum de l'aide et de l'indemnisation va s'organiser. Aujourd'hui, par ailleurs, ce numéro n'est plus disponible. Donc aujourd'hui, à deux mois de l'événement, une victime qui souhaiterait de l'information ne sait pas quel numéro composer, puisque notamment le 116 006 qui existe, qui est ouvert toute l'année, je vous l'ai dit, n'est pas diffusé officiellement et n'est pas officiellement le relais. Or, dans d'autres crises, il y a toujours un numéro de crise, et en effet, en moment de crise, en phase de crise, il ne faut pas multiplier les numéros d'appel. Ça perd on perd le public, on perd les victimes. En revanche, le 0800 qui a été mis en place n'avait, je pense, pas connaissance de l'existence du 116, n'a donc pas relayé. Le 116 006 n'a reçu que 36 appels depuis 2 mois et demi. Il n'a pas été diffusé. Aujourd'hui, il serait encore temps de le diffuser. Par ailleurs, la réquisition, certes, a été faite, mais la coordination est un peu tardive. David Delaunay l'a rappelé, en cas d'événement collectif, les pouvoirs publics dans leur ensemble, avec tous les partenaires associés, qu'on appelle ça un comité de suivi, un comité de liaison de l'aide aux victimes, peu importe, s'assurent qu'on a posé les jalons pour que les gens soient informés, qu'on ne fasse pas n'importe quoi, qu'en effet, on n'ait pas autant de gestion que de victimes, autant de contrats qui s'appliquent que d'assurances. Et par exemple, David Delaunay rappelait l'existence d'accords cadres. Les accords cadres en matière d'indemnisation dans ces situations-là permettent d'encadrer les choses. Quelle expertise, quel remboursement, quel également choix l'on fait par rapport aux franchises. Aujourd'hui, il n'est pas normal que des victimes aient à payer une franchise alors même qu'on est sur le principe d'une réparation intégrale à terme. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas posé les jalons alors que les textes et, encore une fois, je le dis, les lois le permettent. Là, nous avons en effet, nous aujourd'hui, beaucoup plus de particuliers que de commerçants ou d'agriculteurs qui viennent nous voir, puisqu'il y a eu très rapidement des annonces faites pour les agriculteurs, notamment, ce que l'on peut complètement comprendre, mais on le rappelait en effet, aujourd'hui, quand même un souci par rapport aux particuliers qui ont des questions, alors peut-être avec une des conséquences financières un peu moindres, mais qui ont tout de même le droit, là aussi, d'être informés et d'être accompagnés. Merci, Madame la rapporteure Bonfanti-Dossat. Oui, messieurs, vous avez parlé tout à l'heure de victimes ou sinistrés ou impactés. Est-ce que c'est vous qui arrivez à déterminer la différence pour savoir si c'est une victime, un sinistré ou un impacté? Et puis, dans cette zone industrielle héritée de l'histoire, on sait que le risque zéro n'existe pas. Est-ce que vous n'auriez pas un rôle fort de cette expérience-là, un rôle pédagogique à mener pour aider cette population fragile à relire ces contrats, à les comprendre et à pallier à toutes les mauvaises surprises qu'on découvre, que vous découvrez maintenant? Parce que, je vous dis, hélas, demain, ça peut revenir. Donc, les accompagner pour que leur contrat d'assurance soit beaucoup plus efficace. Et puis, nous avons appris hier ou avant-hier que le préfet avait donné un avis favorable au projet de réouverture.
Cependant, le dossier soumis au CODERS souligne quand même quelques problèmes et quelques interrogations, puisque plusieurs prescriptions du préfet concernant la sécurité n'ont pas été encore mises en œuvre. Que pensez-vous de cette réouverture ? Merci Madame la rapporteure. Messieurs. Alors, je réponds déjà à votre première question. Victimes, sinistrés, impactés, impliqués, ce sont des débats qui ont lieu à chaque événement collectif. Ce n'est pas aux associations d'aide aux victimes de qualifier, puisque nous, j'allais dire, le principe de la politique publique d'aide aux victimes portée par nos associations, c'est de recevoir toute personne qui a besoin et qui exprime des demandes, quelle que soit la situation. En revanche, je suppose, ou nous nous interrogeons sur l'influence que peut avoir ce choix par rapport justement au dispositif à mettre en place. J'entends bien que si on parle tout de suite très rapidement de victimes, on imagine derrière que des droits vont en découler. Or, on ne sait pas si, en effet, il y en aura pour tout le monde. Est-ce qu'elles auront la possibilité d'accéder à des indemnisations, par exemple? Mais de notre point de vue, par rapport à notre mission et à notre objet associatif, nous ne pouvons pas nous contenter de dire, selon la définition, on met ou pas en place des dispositifs. Le guide méthodologique sur la prise en charge des victimes d'accidents collectifs est très clair. C'est cet événement soudain qui crée des dommages humains, matériels à l'égard de nombreuses personnes qui nécessite, par son ampleur ou son impact, la mise en œuvre de moyens importants et de mesures spécifiques pour la prise en charge des victimes. Et de notre point de vue, la définition est très large. Après, les droits peuvent être différents, mais tout le monde a besoin, à minima, d'une écoute, d'une information. On va dire tout le monde a le droit à la considération et à la solidarité, sur le principe. Sur la deuxième question, peut-être. Sur le deuxième point, oui, bien sûr. Notamment, c'est le rôle du comité local d'aide aux victimes. C'est une proposition qui avait été faite un peu de notre part. L'AVIP avait soulevé lors de la dernière réunion en février 2019 justement la question des risques industriels, parce que les plans de prévention des risques technologiques, c'est un petit peu compliqué, personne ne les connaît. Maintenant, certes, c'est écrit dans les actes de vente pour les habitations, mais personne ne les lit, personne ne sait de quoi il s'agit exactement. Et si vous voulez, la principale difficulté des entretiens des personnes qu'on a pu recevoir, c'est qu'une usine classée Seveso seuil haut, normalement, ça veut dire qu'on est en termes de sécurité au top. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la notion du risque. Au contraire, on est dans quelque chose qui est totalement sécurisé. La personne, les habitants, ils n'ont pas la conception du risque, ils ont la conception de la sécurité. Et c'est ça qu'ils attendent. Et absolument. Ou le négliger un absolument. peu. Et en plus, aujourd'hui, des personnes ont fait des raisonnements par analogie, en disant, moi je suis employeur. J'ai des responsabilités et des exigences vis-à-vis de mes salariés qui sont maximales. 80 cm pour le passage entre les deux bureaux, etc. Comment se fait-il qu'un incendie, qui n'est jamais qu'un incendie, qu'on est loin d'un risque du sinistre maximum possible, comment ça se fait qu'un simple incendie ait pu provoquer une pareille catastrophe? Et la conséquence indirecte, c'est que les personnes, il y a un peu une rupture du pacte, pas républicain, mais du pacte de bonne compréhension industrielle, d'une certaine manière, parce que les gens ne sont pas en attente du risque, mais du sens de la sécurité. Oui, on a un rôle à faire là-dessus, c'est une proposition de travail, parce que le comité local d'aide aux victimes, il travaille bien sûr sur les événements dans la catastrophe, mais aussi en amont, en prévision de tout cela. Et c'est vrai que qui connaît le comité local d'aide aux victimes dans la population? Personne. Est-ce qu'il y a des reprises dans la presse des décisions qui y sont prises? Jamais. Et c'est des sujets que, d'une certaine manière, on a très envie de ne pas en parler. Merci. Madame Tocqueville. Ah oui, voilà, c'est pour ça que je ne voudrais pas ne pas répondre à votre question. Cette question est évidemment assez délicate parce que j'allais dire, évidemment, la réponse que l'on peut vous faire va dépendre de la situation dont les victimes auront vécu, notamment cette prise en charge. Pourquoi il est important qu'il y ait cette prise en charge, et quelle que soit la situation que l'on a vécue, c'est que ça va permettre aussi
derrière des explications. Vous parliez de rôle pédagogique, il se fait au cas par cas, individuellement. Celui qui aura en effet eu un bon accompagnement, qui aura compris les raisons du sinistre, etc., verra peut-être favorablement, comprendra en tout cas que l'usine ne puisse pas rester fermée éternellement. Celui qui n'aura pas été rassuré ou qui va penser que ce qui concourt à la réouverture, c'est avant tout des raisons économiques et qu'on se soucie on ne se soucie pas des conséquences et des victimes actuelles, évidemment, va le vivre négativement. Alors, nous ne sommes pas les mieux placés pour dire s'il faut réouvrir ou pas. Je me réfère aux propos de mon collègue. C'est en effet des questions de sécurité qui vont devoir, là, être très rapidement verbalisées par le biais notamment du comité de transparence. Je crois que c'est ce nom-là qui avait été pris. Mais j'insiste encore une fois sur... Nous ne souhaiterions pas, en fin de compte, que le frein à la mise en place des dispositifs qui existent, qui ont fait leurs preuves dans différents événements, soit lié on va dire au classement ou à la catégorisation de la situation et des victimes. Quand vous avez un attentat sur la promenade des Anglais à Nice, tout le monde ne sera pas concerné par l'indemnisation. Par contre, des gens ont vu, des gens ont été choqués, des tiers sont intervenus. Ils ont tout autant le droit d'être accompagnés psychologiquement, même si par ailleurs, en effet, ils ne seront pas concernés par le fonds de garantie. C'est la même chose. Il y a des gens qui avaient besoin d'être rassurés, qui avaient besoin de parler. Et là, nous, on sait, les professionnels de l'aide et les pouvoirs publics dans leur ensemble savent classer ensuite. Certains iront dans le centre d'accueil des appliqués, être rassurés. D'autres iront voir l'association des deux victimes parce qu'il y a des ouvertures de droit et il y a des vigilances. Vous parliez de rôle, en effet, pédagogique. La mise en place de ces structures, alors le guichet unique d'accueil peut-être était difficile à concevoir parce que potentiellement des milliers de personnes qui auraient pu pousser la porte, donc il y a eu une adaptation par le biais de permanence, très bien, pourquoi pas, mais en tout cas, il y a besoin d'offrir, de permettre à minima de poser ces questions. Et donc on insiste là-dessus. Des choses ont été faites, 254 personnes ont eu des informations, d'autres ont eu le 0800, mais on aurait sans doute pu faire mieux. Merci. Madame Tocqueville. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs. Je reviens aux propos que vous avez tenus en exprimant une certaine déception, puisque vous précisez qu'il n'y a que 254 personnes, et cette déception, en fait, c'est un manque pour des personnes qui ne se sont pas fait identifier, qui vont rester avec leur souffrance, avec leurs questionnements, avec leurs inquiétudes. Et vous avez dit que ça impacte des éléments qui peuvent nous paraître anodins du quotidien, mais qui sont finalement très importants, parce que c'est ce qui fait la vie en général. Donc, je voulais vous poser deux questions. Est-ce que vous réfléchissez à un nouveau mode de communication, une nouvelle forme de communication, en particulier tournée vers les habitants éloignés de la couronne rouennaise, pour non pas les inciter, mais les informer qu'ils peuvent venir vous contacter et poser des recours? Et ne craignez-vous pas que, en l'absence d'interlocuteurs, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, qui fait qu'il y a des difficultés à répondre aux demandes de victimes, ça ne décourage pas celles qui potentiellement pourraient venir vous trouver? En gros, certains vont dire, bah oui, moi je me suis adressé à la VIP, mais en gros, c'est pas un jugement que je porte, hein, je dis c'est une réflexion qui peut se faire, ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est pour ça que nous avons évoqué, que nous insistons sur cette nécessaire coordination. Vous parliez en effet de mode de communication. Je crois que vous l'avez entendu dans nos propos. La mission des associations d'aide aux victimes, telles que les nôtres, s'inscrit dans le cadre de conventionnement et demain d'agrément. Donc ça se fait avec les pouvoirs publics. C'est pas d'initiative, par exemple, que France Victime communiquera sur le 116 006, même si nous le faisons à travers les réseaux sociaux, par exemple, mais ce numéro ne nous appartient pas. Par ailleurs, les dispositifs centres d'accueil des familles, les permanences mises en place par une association s'inscrivent là aussi dans une coordination, une convention. Et donc, l'association, elle peut en effet le proposer, le mettre en place, mais ça sera encore plus efficace si c'est avec le soutien des pouvoirs publics. Donc là, oui, aujourd'hui, on est encore en capacité, on peut se donner les moyens de communiquer, même 2 mois après, de dire
voilà, il y a des permanences, voilà, il y a un numéro national. Et s'il faut renforcer, David Delaunay l'a expliqué, c'est quand même la force aussi d'un réseau de 1500 intervenants, c'est que nous sommes organisés pour permettre ces renforts. Par ailleurs, le ministère de la Justice a accordé aussi, il faut le dire, une subvention complémentaire pour que la VIP puisse se renforcer. Après, l'absence d'interlocuteurs, c'est le constat aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain, les choses ne vont pas avancer, mais il est nécessaire, comme il y avait dans le temps des comités de suivi après tout événement, il faut aujourd'hui qu'une partie du CLAV, de ce comité de liaison, peut-être une partie un peu plus technique, mette tous les acteurs autour de la table, y compris le responsable supposé, pour encadrer tout ça. Oui, juste très rapidement. Effectivement, la première chose, c'est qu'à la VIP, on ne renonce pas comme ça. Donc, on sait qu'on est parti sur un temps long. Donc, effectivement, ce que mon collègue Jérôme Bertin rappelait, on a une dotation complémentaire du ministère de la Justice qui va nous permettre de renforcer l'équipe. Le recrutement est en cours. Parce que on continue à aller en zone rurale, à maintenir des permanences, et c'est toujours complet. C'est-à-dire qu'une matinée, on va recevoir 10-15 personnes. Donc, on va continuer à aller vers les victimes, on va continuer. C'est important. Et puis, il y a plusieurs intérêts, même si on ne peut rien faire. C'est la première fois, la VIP, l'espace d'accueil, l'espace de parole, c'est le seul endroit où les personnes vont pouvoir raconter l'événement à un tiers. Et ça aussi, c'est extrêmement important de cette écoute et la verbalisation de l'événement, même si maintenant c'est un peu plus lointain, malgré tout, d'avoir des professionnels de l'écoute et de dire oui, on a entendu, etc. Et de penser à des détails aussi, des petits détails. Quelquefois, on a des assureurs qui oublient les VMC, si bien qu'on a des pollutions qui sont maintenues dans les habitations, des choses comme ça. C'est important. C'est important aussi, on a eu le cas, dans un logement d'habitation collectif, on a un appartement, donc c'était sur la commune de Mont-Saint-Aignan, donc une personne qui a fait expertiser son habitation et l'expertise a révélé des niveaux de pollution tout à fait anormaux, avec la nécessité de l'intervention d'une entreprise de dépollution. Donc l'assureur, c'est l'assureur qui a payé cela. C'est important parce qu'en même temps, c'est de dire, parlez-en avec vos voisins, parce que si votre logement est pollué, il est à parier que ceux d'à côté le soient tout autant. Donc voilà, on a malgré tout des missions qui sont assez essentielles par moment, et c'est pour ça. Ensuite, sur l'absence d'interlocuteurs, j'espère bien que les choses vont évoluer. On ne renonce pas. Merci, Madame Brulin. Merci, Président, messieurs. Question très concrète et terre-à-terre. Est-ce que la VIP est membre du comité de transparence et de dialogue qui a été mis en place? Parce que je suis très surprise. J'entends ce que vous dites et c'est très inquiétant parce qu'il y a déjà des fonds qui sont développés, vous l'avez dit, débloqués pour les agriculteurs, pour les entreprises, pour les collectivités locales. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif et le Premier ministre lui-même est venu le mettre en place pour que, sans attendre que la justice ait fait son travail, sans attendre et sans même avoir besoin de connaître qui est l'assureur de Lubrizol, Lubrizol débloque déjà des sommes pour pallier aux premières dépenses qui incombent à toutes les victimes. Et donc je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que les particuliers n'aient pas été mis dans cette boucle-là par votre intermédiaire ou par d'autres intermédiaires, parce qu'il y a peut-être d'autres associations qui œuvrent aussi dans ce sens-là. Messieurs. Donc, non, la VIP n'a pas été invitée à ces réunions. La VIP est membre du comité local des deux victimes uniquement. Mais nous n'avons pas été conviés. Après... Vous avez sollicité le fait d'être intégré à cette structure ou pas? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Pourquoi vous n'en avez pas on en a éprouvé pris le sa besoin? connaissance. Et ça vous paraîtrait pertinent d'en faire partie? C'est une question. Je ne sais pas. A priori, peut-être oui. Je
n'ai pas réfléchi à ce sujet. Après, il y a des associations de victimes qui participent, avec qui on parle. L'association des sinistrés de Lubrizol, Respire, on a des échanges réguliers avec eux aussi, bien entendu. Mais c'est des associations qui se sont créées spontanément, qui n'ont pas l'ancienneté et, je dirais, l'expérience de la création d'un accord cadre, par exemple. Merci. Monsieur Tissot. Merci rapidement. On fait encore le constat, encore une fois, de la difficulté de l'information à transmettre, et dans les deux sens. Donc vous avez de la peine, et manifestement les victimes potentielles ont aussi de la peine à vous identifier. Est-ce que vous vous êtes rapproché, alors certes l'organisation est un peu pyramidale, mais des associations d'élus, comme l'AMF, la MRF, qui après peut se décliner par les mairies. On a tous géré des mairies, on a des listings assez rapides à mettre en place, à travers des bulletins d'information, etc. Est-ce que vous avez utilisé ces voies-là? Oui, on a utilisé le canal de l'association des maires, donc du département 76, qui est représenté, bien sûr, dans le cadre du comité local d'aide aux victimes. Donc, par l'intermédiaire de l'ADM 76, un mail a été envoyé aux municipalités impactées qui auraient souhaité mettre en place des permanences. Donc, nous, on s'est rendu disponible potentiellement pour tout le monde. Après, il y avait alors, ce n'est pas forcément les collectivités, les réunions de collectivités qui sont le niveau plus pertinent, c'était plutôt au niveau centre-bourg qui avait été visé. Mais voilà. Après, il y a des municipalités qui n'ont pas souhaité. Vous parliez tout à l'heure, en effet, ce travail avec l'Association des maires de France est primordial. Madame le rapporteur parlait tout à l'heure, en effet, de besoin de pédagogie. Nous constatons que c'est notamment en direction des élus locaux que nous avons un gros travail de pédagogie à faire, sans doute parce que aujourd'hui, notre réseau associatif qui, je le rappelle, préexiste à tout événement. C'est-à-dire qu'il y a déjà de l'aide aux victimes en place toute l'année sur un territoire, sur le territoire. Les élus, sans doute que vous le constaterez à l'issue de l'enquête que vous avez lancée, sur le sentiment des élus, les élus, nous le constatons, découvrent l'existence de nos associations à l'occasion d'un événement, sans avoir pu anticiper et du coup actionner le bon levier, soit parce qu'un maire va vivre des inondations, soit l'incendie d'une usine, soit un attentat alors qu'il est une petite commune de l'Aude et qu'il découvre qu'il y a des associations qui existent. Sans doute le fruit de notre histoire. Nos associations sont, vous l'avez compris, très rattachées au ministère de la Justice et nous militons. Donc nous sommes intervenus au Congrès des maires de France et nous allons sans doute, j'espère, dans les mois à venir, convenir de quelque chose avec cette association pour que justement les élus locaux perçoivent qu'ils peuvent eux aussi utiliser nos associations d'aide aux victimes qui portent cette mission d'intérêt général et que nous sommes aussi à leur disposition, évidemment. Voilà pour ces auditions que vous avez pu suivre sur notre antenne. Elles doivent encore continuer jusqu'au 18 décembre, puis les sénateurs remettront leur rapport pour mieux encadrer les sites Seveso. Pour plus d'informations, vous pouvez lire les articles de la rédaction de Public Sénat sur notre site publicsénat.fr. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.